Bonsoir à tous, bienvenue dans le 7-8 Journal sur TV 78. Nous sommes le lundi 30 octobre. Tout de suite, les titres de cette édition. Elle gère 50 forêts domaniales en Ile-de-France, dont celles de Rambouillet et de Port-Royal. À Magny-les-Hameaux, l'Office national des forêts met en place une nouvelle stratégie, meilleure maîtrise de la récolte du bois pour éviter les changements trop brusques de paysage. Nous en parlons avec Michel Béal, directeur de l'Agence territoriale Ile-de-France-Ouest à l'ONF. Fil rouge de cette semaine dans le 7-8 Journal, le dossier de la rédaction sur l'après-vie dans les Yvelines. Premier focus ce soir sur l'assurance vie et l'assurance décès qui permettent d'aider financièrement ses proches en cas de disparition. Et puis il n'a rien d'un héros, Normal raconte l'histoire d'un homme lâche qui va devoir reprendre sa vie en main. Ce court-métrage sera montré à la Bibliothèque nationale de France dans le cadre du festival Paris-Cours-de-Vent. Son réalisateur originaire de La Verrière, Tony Chasselas, est notre invité. Mais avant de développer ces titres, une opération anti-publicité ce week-end à Versailles, menée par l'association Résistance à l'agression publicitaire de Saint-Quentin en Yvelines. Dans la nuit de vendredi à samedi dernier, les militants ont procédé à l'extinction de plusieurs enseignes lumineuses sur les grands axes commerciaux de la ville. Les devantures d'une cinquantaine de boutiques ont été ainsi éteintes. Action pour sensibiliser aux coûts énergétiques et écologiques, ainsi qu'à la pollution visuelle de ces allumages. Il veille à l'entretien, le développement et le renouvellement des espaces boisés. L'Office national des forêts gère en Ile-de-France près de 73 000 hectares de forêts domaniales, comme celle de Maurepas ou encore de Bois d'Arcy. Bonsoir Michel Béal. Bonsoir. Vous êtes le directeur de l'Agence territoriale Ile-de-France-Ouest de l'ONF. Alors l'ONF qui a mis en place une nouvelle stratégie qui concerne les forêts domaniales dans la région. On va en parler dans un instant. Parlons déjà de votre agence, savoir ce qu'elle représente. Elle couvre toute la partie ouest de l'Île-de-France, c'est ça, le Val d'Oise, les Yvelines et aussi une partie de l'Essonne. Et les Hauts-de-Seine, effectivement. Hauts-de-Seine. Voilà, en totalité, le département des Yvelines et du Val d'Oise et les 4/5e de l'Essonne. Et dans l'ONF, dans les Yvelines, ça représente combien de forêts Ça représente quoi En tout, dans l'agence, nous gérons 42 000 hectares de bois, dont plus des 3/4 sont des forêts domaniales, anciennes forêts royales qui sont tombées dans le domaine de l'État et que nous gérons depuis maintenant de très longues décennies. Et dans cette gestion, bien sûr, les forêts domaniales aussi sont un lieu d'exploitation. On y produit et récolte du bois. 234 000 mètres cubes ont été ainsi prélevés en 2016 sur toute l'Île-de-France. Ça sert à quoi juste cette gestion sylvicole des forêts ? La France a besoin de bois, l'Île-de-France avec plus de 13 millions d'habitants aussi. Donc notre souhait à l'ONF, c'est de pouvoir gérer les forêts aussi pour cette fonction de production, faire en sorte qu'aussi le bois qui est produit par les forêts naturellement puisse être transformé, utilisé par les franciliens. Cette fonction-là complète également, c'est complété par deux autres fonctions qui sont la fonction d'accueil du public et la fonction de protection des milieux et de la biodiversité. Oui, on y pense d'ailleurs un peu moins. Le fait de prélever du bois va aider aussi à renouveler les forêts, renouveler les espèces, qu'il y ait plus de diversité dans les espèces qu'on trouve en forêt. Tout à fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le souci des forestiers, c'est de faire en sorte qu'on ait des forêts qui puissent se régénérer, se renouveler. Jusqu'à maintenant, on gérait plutôt les forêts sous forme de futaies dites régulières. C'est le principe assez commun partout en France, où on a sur une même parcelle des arbres à peu près du même âge, pardon. D'accord. Ce qui fait que lorsque les arbres vieillissent, arrivent vers la fin de leur vie, nous les coupons, ce qui peut procurer de grands vides, ce qu'on appelle parfois les coupes rases dans le paysage, et ce qui est toujours assez choquant. Aujourd'hui, choquant, oui, pour les visiteurs qui viennent régulièrement en forêt, s'y promener, faire du sport aussi. Absolument, les riverains qui habitent là, ou même les automobilistes qui traversent ces forêts. Aujourd'hui, par nos nouvelles orientations de gestion, nous souhaitons changer de mode de traitement et passer à ce qu'on appelle la futaie irrégulière. Le principe, c'est d'avoir des arbres au sein d'une même parcelle avec des âges différents, des vieux à côté de jeunes ou de moyens, de façon à ce que lorsqu'on prélèvera les arbres, les plus vieux bien sûr, l'impact paysager sera beaucoup plus faible et le public sera moins choqué sur l'aspect de changement de cet espace paysager. Donc cette modification de la manière de couper les arbres, où on va le prélever, c'est au cœur de cette nouvelle stratégie, la volonté qu'il n'y ait plus, vous l'avez dit, d'espace vide, qu'on prélève des arbres par petites parcelles finalement, qu'il n'y ait pas un gros changement de l'aspect de la forêt.
Voilà, exactement. C'est l'aspect changement, c'est-à-dire que le système régulier faisait que sur 2, 3, 4 hectares, à la fin de la vie d'un peuplement, on faisait une coupe qui marquait évidemment le paysage. Demain, ça sera plus des prélèvements qui seront disséminés. Et lorsqu'on enlèvera un arbre, ça va créer une petite trouée de quelques centaines de mètres carrés, mais pas plus. Alors pourquoi ça devenait, oui, justement une nécessité de mettre en place cette nouvelle gestion de la coupe des arbres ? L'ONF a été créé il y a plus de 50 ans pour gérer des forêts, mais gérer des forêts pour répondre aux besoins de la société. Je pense qu'aujourd'hui, surtout en Île-de-France, le public francilien est plus attaché à la forêt, à ce paysage, et pas simplement à ce cadre de vie. Et donc, nous devons prendre en compte aussi cette évolution des besoins, cette évolution de la société et adapter notre mode de gestion de ces forêts-là. Et dernière chose, la fin prévue de ces coupes rases, c'est dans un délai de 7 ans, c'est ça ? Oui, toutes les forêts sont dotées d'un document de gestion que l'ONF établit, qui est approuvé par le ministère de l'Agriculture. Nous allons, pour appliquer ce nouveau traitement, réécrire tous les documents de gestion. C'est un énorme travail que nous allons faire, qui va s'étaler sur 7 ans. Et nous allons commencer par les forêts les plus urbaines, donc Versailles, Bois d'Arcy, mais également Meudon, Fosse-Repose, qui sont aussi à cheval sur le département des Yvelines. Merci Michel Béal d'avoir été avec nous. Je le rappelle, vous êtes le directeur de l'agence territoriale Île-de-France-Ouest à l'Office national des forêts. Et pour plus d'infos sur l'ONF, vous pouvez vous rendre sur le site internet qui s'affiche en bas de l'écran. Comme à chaque fin de mois sur TV78, c'est le dossier de la rédaction. Cette semaine, nous vous proposons une série de reportages sur l'après-vie dans les Yvelines. Premier zoom ce soir sur l'assurance décès et l'assurance vie. Ce sont deux produits financiers qui aident les familles après une disparition. Explication avec Nicolas Dandry. Protéger ses proches financièrement après sa disparition, c'est possible, notamment avec l'assurance décès. Prenons l'exemple d'un assuré qui souscrit un contrat d'une garantie de 100 000 € pour 10 ans. Il paye une prime mensuelle et en contrepartie, l'assureur est en charge de la gestion du dossier. En cas de décès avant la clôture du contrat, les 100 000 € sont versés aux héritiers. Disons que pour une personne qui a 40 ans et qui veut se garantir pour 100 000 €, nous sommes dans des primes qui sont relativement modestes. On est à 30 ou 35 € par mois. Après, si on veut 1 million d'euros et si on a 50 ans, on peut tout de suite monter à des 100 ou 150 € par mois. Les inconvénients, c'est que c'est à fond perdu. Donc il faut vraiment que le décès se fasse durant la durée du contrat. L'avantage, c'est que ça permet de donner aux héritiers une somme pour continuer à vivre et ne pas réduire leur train de vie. Autre produit financier transmis en cas de décès, l'assurance vie. Le principe, épargner un capital avec deux possibilités pour l'assuré. Première solution, un investissement dans un fonds sécurisé principalement composé de dettes françaises. La rentabilité dépend alors de l'évolution des taux d'intérêt. Deuxième possibilité, il peut choisir des fonds profilés avec un mélange de titres financiers de type actions ou obligations, avec un niveau de bénéfice incertain en fonction du marché. Ce qui est un petit peu dommage, c'est qu'aujourd'hui, les taux des fonds en euros ont beaucoup baissé, puisqu'on donne à peu près 2% de rendement, et qu'on essaye, donc, pour un petit peu relancer ce rendement, de mélanger les fonds en euros avec des fonds en unité de compte et des fonds profilés. Hervé Rocheteau dirige le service succession d'une banque basée à Montigny-le-Bretonneux. Il intervient après le décès des personnes assurées. Différentes vérifications, l'acte de décès, les documents notariaux, l'identité des héritiers et parfois des certificats médicaux. Son rôle, accompagner les proches du défunt. Alors elle est décédée le 25 août. Les sommes en jeu sont supérieures à 150 000 € en ce qui concerne l'ensemble de l'épargne. Et pour les prêts, c'est un peu moins de 50 000 €. Le prêt était assuré justement par le biais d'une assurance décès, ce qui permettra justement de les libérer de ce prêt et ils vont pouvoir conserver toute l'épargne. C'était l'intérêt de l'assurance décès dans ce cas-là. Il y a de l'assurance vie avec plusieurs contrats, des contrats avec des clauses standards, c'est-à-dire personne de nommé, et des contrats sur lesquels, au contraire, il y a des enfants ou des petits-enfants qui sont nommés qui vont pouvoir être réglés très rapidement, généralement sous un mois. Donc on fait vraiment au plus vite. Lors des 9 premiers mois de 2017, les sociétés d'assurance ont collecté 97,3 milliards d'euros de cotisations mensuelles pour l'assurance vie. Ce type de produit reste le placement préféré des Français. 43% d'entre eux choisissent cette épargne selon un sondage Odoxa Linksea devant le livret A ou le PEL.
Ce sont toujours les vacances et alors que certains en profitent pour se reposer, d'autres sont en pleine formation. Au centre Alfred de Vigny de Voisins-le-Bretonneux, une quinzaine de jeunes a passé le BAFA pour devenir animateur en centre de loisirs. Aujourd'hui, c'était la dernière journée de ce stage démarré le 23 octobre. Sur place, Camille Lambert. Il vole, c'est dans le ciel, il a des ailes, c'est un objet. On peut le prendre pour aller très loin. Time's Up, qui est qui ou balle américaine, il vaut mieux avoir plus d'un jeu dans son sac pour occuper les enfants. Si ces séances ressemblent un peu à une récréation, ces adolescents sont bien en plein apprentissage. C'est le premier stage du cycle de formation BAFA et il consiste en la découverte des fonctions de l'animateur qui sont donc abordées à travers des temps de réflexion et des temps d'animation sur 8 jours. On privilégie plutôt des temps de réflexion qui leur permettent de découvrir quels sont les différents besoins des enfants selon les tranches d'âge, comment on s'organise et comment on gère la vie quotidienne. Bien expliquer les règles, encadrer, être attentif aux difficultés, autant d'éléments à prendre en compte pour devenir animateur. Une quinzaine de jeunes se prêtent à l'exercice avec plus ou moins d'expérience. J'ai fait beaucoup de colo et d'accueil de loisirs quand j'étais plus petite. Et j'aimais bien, déjà j'aimais bien les animateurs, je trouvais ça marrant et je sais pas, ça m'a toujours attirée d'animer des enfants, de jouer avec eux. Qu'est-ce qui est difficile de savoir expliquer, par exemple des animations, trouver le temps de les faire et à notre âge c'est un peu compliqué. Et ce qui est facile c'est, en soi quand à partir du moment où on a des petits frères et des petites sœurs, on sait un peu comment s'en occuper. J'ai plutôt voulu participer parce que j'entraîne au foot et du coup ça m'apprenait à développer mes connaissances sur les enfants, quoi. Seule condition pour passer son BAFA, être âgé au minimum de 17 ans. Une première étape quasiment validée pour ces candidats. Les futurs animateurs auront encore 2 stages à passer avant d'obtenir leur brevet. Son court-métrage parle d'un homme normal qui va devoir reprendre sa vie en main. Bonsoir Tony Chasselas. Vous êtes originaire de La Verrière et vous êtes donc le réalisateur de Normal. Ce court-métrage sera projeté les 20 et 21 novembre prochains au festival Paris Cours de Vent. Je vous propose tout de suite de regarder la bande-annonce. Un tueur en série sévit dans la région. Ok, bah je vais prendre un raccourci, j'arrive. Ouais. Bande-annonce du court-métrage Normal. On a avec nous sur ce plateau son réalisateur Tony Chasselas. Alors Normal raconte l'histoire de Mike, un homme normal, comme le nom du court-métrage l'indique. Qui est-il ce Mike ? C'est un personnage un peu inspiré d'une connaissance à moi et des expériences que cette personne a pu vivre. Donc du coup, c'est de la fiction, mais il y a toujours une petite part de vérité, une petite part d'inspiration de la vraie vie dans ce personnage. Il y a beaucoup les super-héros, ça c'est aussi quelque chose fort dans son personnage. Ouais, ça c'est un peu moi par contre. D'accord. C'est un peu mon côté un peu geek entre guillemets qui a dépeint sur le personnage. Et c'est un caractère qui est assez important du coup puisque ça lui permet de s'identifier à ses héros et de prendre plus ou moins sa vie en main quand il doit décider de le faire ou pas. C'est ça, on n'en dit pas plus, mais il y a un événement qui va arriver dans la vie de Mike qui va l'obliger à reprendre sa vie en main. C'est ça, tout à fait. Alors, ou pas, à voir. Donc il s'agit de votre premier court-métrage. Qu'est-ce qui a motivé le choix de ce scénario, de parler de Mike ? C'est un scénario que j'avais depuis un petit moment déjà.
Donc ça faisait, je sais pas, 3-4 ans que j'avais ce scénario écrit dans un côté, dans mon téléphone, que je retouchais de temps en temps. Et un jour, j'ai trouvé une espèce de cours sur Paris qui nous aidait à faire des courts-métrages. D'accord. Donc j'ai proposé mon idée. Donc mon idée, elle a plu. Donc j'ai été retenu pour... c'était un espèce d'atelier. Et du coup, j'ai fait l'atelier pendant 1 an. Et la finalité de l'atelier, c'était justement de réaliser son court-métrage à la fin. Donc, Et l'envie de réaliser, ça vient d'où? Comment ça vous est venu? Je réalise depuis que je suis tout petit. D'accord. En fait, je prenais les caméras, je faisais des films avec mes amis. Donc j'ai encore les bandes. C'est quelque chose que j'ai toujours fait, mais je me suis jamais penché professionnellement en fait sur la chose. J'ai toujours préféré faire de la musique en fait. Pendant 10 ans, j'ai fait de la musique. Donc c'était ma priorité en fait. Et au final, je me suis rendu compte que le cinéma c'était vraiment quelque chose que j'avais envie de faire finalement. Donc je me suis jeté à l'eau comme on dit. Alors ce court-métrage normal a été réalisé en juin 2016, hein, c'est ça? Tourné en juin 2016. Tourné en juin 2016 et donc réalisé dans la foulée. Et les 51 auront sûrement reconnu en bande-annonce, il y a une partie du court-métrage qui se déroule dans le quartier des 7 Mars, à Elancourt. Exactement, oui, tout à fait. Là où on a été diffusé d'ailleurs il y a 2 semaines dans le cadre du festival Ça tourne en Ile-de-France. D'ailleurs, oui, hasard ou pas, oui, vous l'avez dit, ce court-métrage a été diffusé, c'était le 15 octobre dernier au Ciné 7 d'Elancourt, qui est aussi donc, au cœur de ce quartier des 7 Mars. Le festival, le festival Paris-Cours-Devant, vous êtes classé 3e, c'est ça, de ce festival lors de cette projection. Exactement, oui. Pour c'est une première participation à un festival, c'est déjà encourageant de finir déjà 3e. Tout à fait, oui. Quand on regarde les films qui étaient en compétition avec moi, la plupart avaient des productions. Donc moi, c'est vrai que c'est une autoproduction, donc c'était financé par la famille et les amis en grande partie, en majorité. Donc c'était déjà bien d'être sélectionné. Ouais. Là, aujourd'hui, le film, il a 4 sélections. Et il a été projeté hier en Inde. Donc je suis vraiment content du parcours du film pour un premier film. Mondial même. Oui, tout à fait. Ouais. Donc je suis vraiment ravi du parcours du film. Vous l'avez dit, l'autofinancement, mais quand on débute dans la carrière de jeune réalisateur, quelles sont les solutions justement pour financer son court-métrage? Au début, ça démarre comme ça, c'est de l'autofinancement. On ne peut pas faire appel à des financements, des aides peut-être, je ne sais pas, des collectivités. On peut contacter le CNC, etc. Mais c'est très difficile parce qu'ils doivent recevoir un très grand nombre de scénarios. Ils en sélectionnent peut-être 10 ou 5 financés par an. Donc c'est vraiment l'autoproduction la solution la plus facile, entre guillemets, parce qu'il faut toujours avoir les fonds, il faut avoir un bon entourage. Et pour un ordre d'idée, on est sur quel budget pour un court-métrage comme Normal? Pour Normal, on est à 2000 €. D'accord. Mais j'ai vraiment... c'est-à-dire que le film a été tourné en 3 jours, il aurait dû être tourné en plus de temps, par exemple. Équipe réduite, équipe professionnelle, mais équipe réduite, caméra professionnelle, mais avec des tarifs préférentiels. C'est vraiment... on a bataillé avant d'y arriver quand même. Alors, il a été retenu, ce court-métrage, dans la sélection premium du festival Paris-Cours-Devant. Il sera donc diffusé hors compétition à la Bibliothèque nationale de France. Ça sera les 20 et 21 novembre prochains. On imagine un grand tremplin. C'est un grand tremplin pour vous? Tout à fait, oui. Ce qui est bien, c'est qu'après cette diffusion-là, les festivaliers, la presse ou les professionnels qui seront présents, ils auront les contacts et les coordonnées des personnes qui ont réalisé les films. Donc si jamais ils envisagent une collaboration ou même des interviews, ce genre de choses, on peut être contacté directement. Donc c'est vraiment une bonne chose. Je pense que Paris-Cours-Devant, c'est un des plus gros festivals en plus d'Île-de-France. Et une vocation internationale en plus. Ouais. Donc vraiment, c'est vraiment un beau parcours pour Normal. Très rapidement, il nous reste peu de temps. Un mot sur vos prochains projets. Là, vous êtes dans la réalisation d'un deuxième court-métrage qui va être tourné d'ailleurs le week-end prochain. Exactement, dans quelques jours. Entre Elancourt encore et Trappes. C'est l'histoire d'une femme qui vient vraisemblablement de commettre un meurtre. D'accord. Voilà. J'en dis pas plus pour laisser la surprise. Et d'ailleurs, vous pouvez suivre l'actualité du court-métrage Normal et aussi l'actualité de Tony Chasselas sur le lien internet qui s'affiche en bas de l'écran. Merci Tony Chasselas d'avoir été avec nous. Je rappelle, vous êtes le réalisateur de Normal qui est donc qui sera montré dans le cadre du festival Paris-Cours-Devant à la BNF. Il fait partie de la sélection premium de ce festival. Cinéma toujours avec une saga qui a marqué plusieurs générations. Quelques jours avant Halloween, les fans d'Harry Potter avaient rendez-vous à Versailles. 3 acteurs des films sur le plus célèbre des sorciers étaient présents à l'hôtel de beauté pour signer des autographes et échanger avec leurs admirateurs, Nicolas Dandry et Nicolas Kirillovitz. Reconnaissez-vous ce jeune homme blond avec des lunettes noires? Sûrement pas si vous n'êtes pas un fan de la saga Harry Potter. Hugh Mitchell, de son vrai nom, alias Colin Crivet, est un jeune apprenti sorcier fan d'Harry Potter et qui ne cesse de le prendre en photo. Hi Harry. I'm Colin Creevey. I'm in Gryffindor too. Hi Colin, nice to meet you.
Ce jour-là, à Versailles, les rôles sont inversés, la magie a opéré. Les fans moldus ont pu rencontrer 3 acteurs de la série, une occasion unique, voire magique, d'échanger avec eux souvenirs et photos. On est vraiment tout seul avec le traducteur et l'acteur. On a 2 petites minutes pour vraiment... on peut lui poser une petite question ou 2 et il signe notre autographe. Donc c'est quand même un moment de partage et c'est vraiment bien. Les voir en vrai, c'est encore différent que les voir à l'écran, puis discuter un petit peu avec eux, voir comment ils sont plus dans la vraie vie, entre guillemets. Et oui, enfin, les voir et avoir un petit souvenir d'eux, quoi. Organisé par la boutique spécialisée versaillaise L'Armoire Geek, ce week-end rencontre a attiré plus de 2000 personnes pour le plaisir également des acteurs. J'adore participer à ce genre de rencontres, voir les fans, de voir à quel point ils sont passionnés. J'ai vraiment de la chance d'être là et pouvoir faire ça. C'est la première fois que je viens à Versailles, donc c'est vraiment sympa. C'est marrant de rencontrer les fans. Je ne l'avais jamais fait avant, je n'avais pas encore eu l'opportunité de le faire. Une nouvelle rencontre est déjà prévue l'an prochain entre fans et acteurs à Versailles, selon nos informations de journalistes moldus. Celle-ci devrait avoir lieu en février. Harry Potter, c'est un si grand honneur. Et à la veille d'Halloween, elles sont indispensables pour une fête réussie, qu'elles fassent peur ou sourire. Les citrouilles décorent chaque année nos maisons. Aux fermes de Galy à Saint-Cyr-l'École, des ateliers sont proposés aux enfants de 3 à 12 ans pour creuser sa Jack-o'-lantern. Aurélie Ronze et Mélanie Poquet se sont prêtées au jeu. Des dizaines, des centaines de citrouilles avant de creuser. Première étape, il faut bien choisir sa Jack-o'-lantern, la meilleure espèce. Pourquoi tu la trouves belle, cette citrouille? Parce qu'elle est lourde. Direction l'atelier, il faut maintenant sculpter. Un premier dessin est fait au feutre, histoire de ne pas se tromper. Le creusage, donc c'est fait par les enfants. Une fois qu'on a ouvert la citrouille, les enfants, hop, la creusent et enlèvent tous les filaments qu'il y a à l'intérieur pour qu'elle soit toute propre. Nous, on a les couteaux, donc comme c'est dangereux, on a des gants et on la découpe en faisant avec eux en fonction de ce qu'ils veulent. Je l'agrandis un peu celui-là. Une fois la citrouille terminée, certains ont déjà programmé leur soirée d'Halloween. Halloween, ça fait peur. Et toi, tu vas l'utiliser pour Halloween? Oui. On va faire une activité la nuit d'Halloween. Dans la forêt, il y aura des animateurs qui vont faire l'activité, qui vont nous faire peur et il y aura des surprises. Vous n'avez pas encore votre citrouille, pas d'inquiétude. Les fermes de Galy proposent des ateliers jusqu'au mardi 31 octobre. Alors, rigolote ou effrayante? Et du sport, verdict livré hier, le 16e tournoi d'échecs de la Dame Noire s'est clôturé ce dimanche à la Maison de la Réussite de Montigny-le-Bretonneux. 30 joueurs se défiaient depuis la semaine dernière, débutant comme expérimentés âgés de 15 à 70 ans. 3 trophées étaient à glaner lors des finales hier. Et les vainqueurs, Thomas O'Sullivan, Louis Brémond et Jean-Marie Couradin. Le bilan de ce tournoi avec le président de la Dame Noire au micro de Nicolas Dandry. Ça s'est, je dirais, bien passé, il n'y a pas eu tellement de problèmes. Donc il y avait une partie par jour, donc tous les jours à 14h30. Bon, il y a eu quelques parties qui ont eu lieu le matin parce qu'il y avait quelques joueurs qui ont eu des empêchements, mais globalement ça s'est bien passé. Prochain événement de la Dame Noire, un tournoi de Noël du 27 au 30 décembre à l'école Éric Satie de Montigny-le-Bretonneux. On referme sur le journal par une idée de sortie culturelle en ces vacances d'automne. C'est une petite demeure sur les hauteurs de Saint-Rémy-les-Chevreuses. La maison Martha Pan et André Voganski est ouverte au public. Sur place, un univers unique et culturel, une façon de redécouvrir l'architecture et la sculpture du XXe siècle. Mathilde Demille. Voici la maison pensée et réalisée à deux mains en 1952 à Saint-Rémy-les-Chevreuses par André Voganski et Martha Pan. Ce célèbre architecte et cet artiste entretiennent l'unique maison de leur vie qui va devenir historique. La maison, elle est restée dans son état d'origine. Donc on découvre ici une maison qui est très représentative de l'esthétique des années 50, avec des volumes très ouverts, une maison qui est très très lumineuse, une maison qui mêle espace de travail, espace de vie domestique, sans aucune séparation, donc avec une porosité totale entre les deux.
Une maison qui a déjà tous les éléments du confort moderne. Et dans le jardin, vous trouvez 18 sculptures donc monumentales de Martha Pan, qui les a installées à partir de la fin des années 90 jusqu'à sa mort, donc jusqu'en 2008. Créateur phare de la sculpture et de l'architecture, le couple constitue une fondation qui porte leur nom et qui, au fil des années, entretient la maison. Nous avons aussi 1 millier de dessins, nous avons l'ensemble de ces écrits sur lesquels nous travaillons. Donc il y a un travail d'inventaire, il y a un travail classique de conservation qui se fait au sens muséographique du terme. Et puis il y a tout un travail qui est fait sur la connaissance, la notoriété de ces deux artistes. Jardin atypique, espace ouvert et couleurs sombres, la maison dévoile des années d'architecture et de création plus grandes les unes que les autres. Nous accueillons ici des publics professionnels, donc d'architectes ou d'amateurs d'art plastique. Nous accueillons des étudiants des écoles d'architecture, mais nous sommes naturellement, et surtout à l'occasion des journées du patrimoine, disponibles pour recevoir un très très large public. En général, nous accueillons pendant ces 48 heures environ 1000 visiteurs, certains venus de très loin, certains venus en voisin, voilà. Ouverte pour un petit nombre de publics, la maison vous accueillera toute l'année pour vous faire découvrir un espace intime et bien pensé. C'est la fin de ce 7-8 journal, reportage et replay sur notre site internet et notre application mobile TV 78. Bonne soirée à tous.